Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission Ensemble c'est mieux. L'apprentissage continue toujours à séduire autant de Français. L'année 2020 le prouve encore, malgré la crise, on bat des records. Près de 500 000 contrats d'apprentissage ont été signés l'année dernière. On revient sur cette tendance qui ne cesse de s'affirmer dans quelques instants. Mais avant, on part retrouver notre cher Evan qui nous fait découvrir ce matin les coulisses de la matinale de France Bleu Armorique. Bonjour tout le monde, alors ce matin exceptionnellement, on n'est pas en liaison directe avec toi Infanté puisqu'on assiste aux coulisses de la matinale de France Bleu. Alors il faut savoir que des radios France Bleu en Bretagne, il y en a deux, une à Quimper, l'autre à Rennes et ce matin nous on est chez France Bleu Armorique. Salut Bastien. Salut Evan. Salut Eric aussi là-bas, qu'on verra tout à l'heure. Alors Bastien, toi tu es l'animateur de la matinale. Ouais. La matinale elle commence à 6h, ça veut dire quoi que tu commences tous les matins à 6h? Oh, un petit peu avant quand même, plutôt vers 4h si tu veux, parce que faut venir, faut préparer. Le but du jeu étant de trouver des idées pour parler aux gens dans l'air du temps, de façon à être de bonne humeur et bien présent le matin à la radio. Je regarde le temps. Il n'est pas juste là pour parler, en fait, il y a quand même vachement de préparation derrière. Mais par contre, c'est vrai que il faut donner l'idée un petit peu qu'on est tranquille, qu'on est comme ça, qu'on n'a rien à faire. Mais si, ça se prépare. On écoute ce que font les collègues. Tu peux nous montrer un peu à quoi servent les écrans parce que Bastien est en direct dans 35 secondes. Ah oui, mine de rien, oui. Mine de rien. Donc, moi, je vérifie le trafic aussi parce qu'on fait l'infotrafic tous les matins en direct pour aider les gens à faire leur circulation. Donc j'ai mes logiciels qui se chargent et là on voit que ça roule bien pour l'instant. Il y a un petit bouchon à l'approche de Rennes, mais donc on check la prochaine en permanence. Là dans 18 secondes. Et là c'est le jeu, c'est chronocaféine. Donc on va se marrer et il y a Nicole qui est déjà là, elle est prête à jouer. Écoutez, je vais y aller. On va te voir lancer l'émission. Alors il faut savoir qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui appellent, on va rester un peu pour écouter Bastien. Julien Doré à 7h25, Julien Doré avec qui vous avez passé votre soirée de Saint-Valentin hier sur France Bleu. Il nous laisse travailler. Maintenant, on va rencontrer Jean-Michel, qui est le big boss ici. Jean-Michel, bonjour, venez avec moi. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour Evan. Alors, est-ce que vous pouvez nous faire un petit topo sur le nombre de radios France Bleu en France? Alors en France, il y a 44 France Bleu comme France Bleu Armorique ou France Bleu Brésil. La force du réseau France Bleu, c'est la proximité avec les auditeurs. On en a une preuve là, par exemple, en ce moment, puisque on est en train de jouer à Chronocaféine. Et Adeline, qui est notre chargée d'accueil du matin, vient d'accueillir un auditeur et va le passer à l'antenne pour jouer avec Bastien et pour jouer tous les matins avec nous. Il y a combien de personnes qui sont derrière le micro de Bastien là ce matin? Alors, pour une journée, on a environ 130 000 auditeurs jour. Bon, il se trouve que le pic d'audience pour la radio, en général, pas que pour nous, c'est le 6-9. Donc c'est au moins 50 000 à 60 000 personnes qui écoutent notre matinale tous les matins. Mais c'est le stress. Non, mais c'est sympa, mais ils bossent tous les deux, donc ils sont à 4 à bosser le matin. Vraiment, un animateur, 2 journalistes, un technicien, très important le technicien. Et oui, on ira la voir tout à l'heure d'ailleurs, Mégane. Et puis notre chargée d'accueil qui a un rôle très important puisque c'est un petit peu elle qui accueille les gens au téléphone, physiquement moins le matin, parce qu'il y a moins de monde qui vient nous voir le matin, mais elle vient accueillir. C'est la première voix de la radio. C'est la voix, voilà, c'est la voix de la station. Donc vous pensez que la radio locale a de l'avenir pour les siècles à venir? Rapidement. Alors les siècles, je ne serai plus là, sans doute, mais je pense qu'il y a vraiment de la place pour la radio, face à tous ces réseaux sociaux qui disent tout et n'importe quoi. Nous, on a la chance de pouvoir vérifier nos informations, de vérifier tout ce qu'on dit. Et on fait très attention et on vérifie tout. Et donc je pense que la radio a vraiment... C'est un réseau social, la radio. C'est vrai. Bien avant les réseaux sociaux, tels qu'on les connaît. Bon, en tout cas, toutes les infos de ce matin sont vérifiées. Nous, on se retrouve dans quelques minutes pour justement vous montrer celles et ceux qui travaillent à vérifier ces infos, les journalistes. On ira aussi en régie. Bref, vous allez tout savoir sur la radio d'ici la fin de l'émission. À tout à l'heure. À tout à l'heure, Evan. Et notre dossier du jour est consacré à l'apprentissage qui a toujours le vent en poupe, comme vous allez le voir en chiffres et en images. Victor en a marre de l'école. Il a envie de concret. Et l'apprentissage, c'est très bien. Renseignez-vous. Le nombre de contrats d'apprentissage a atteint un niveau record en 2020, grâce notamment à de nouvelles aides d'État. 440 000 contrats, du CAP au master, ont été signés contre 353 000 en 2019. Pourquoi l'apprentissage à la cote? Parce qu'il mêle études et activités professionnelles, la théorie et la pratique. Ce qui garantit une bonne insertion professionnelle. Autre avantage, la formation est gratuite
et en tant que salarié, on est même rémunéré. Bon à savoir, on peut aussi bénéficier d'une aide pour financer son permis de conduire. Depuis la réforme de 2018, on peut commencer à n'importe quel moment de l'année et la limite d'âge est passée de 25 à 29 ans. Enfin, à tout majeur dans cette période de crise, les jeunes bénéficient, depuis juin 2020, d'un délai exceptionnel de 6 mois au lieu de 3 mois habituellement après la signature du contrat d'apprentissage pour trouver une entreprise. Aujourd'hui, choisir d'être apprenti, c'est sage. Pour avoir été moi-même en apprentissage, je vous le dis, c'est une bonne entrée en matière pour démarrer sa carrière professionnelle. On continue à en parler avec Vincent Bobo. Bonjour, vous êtes le directeur de la faculté des métiers. Méven VC, vous êtes apprenti. Pauline Roger, vous êtes chef d'entreprise et maître d'apprentissage de Méven, ici présente. Et Dominique Cordero, vous êtes le président d'Entreprendre pour apprendre Bretagne. On s'arrêtera avec vous sur la difficulté, en revanche, pour les collégiens de trouver le fameux stage de 3e dans ce contexte sanitaire. Alors, l'image de l'apprentissage a totalement changé. Avant, on l'assimilait un peu à des voies de garage. Et aujourd'hui, on voit que le nombre de contrats est en hausse chaque année. Qu'est-ce qui explique ce changement, finalement, Vincent Bobo ? Je pense qu'une des raisons qui explique ce changement, c'est le développement aussi de l'apprentissage post-bac. C'est-à-dire que pendant longtemps, l'apprentissage était réservé plutôt pour les jeunes qui, juste après le collège, décidaient de partir en apprentissage. Aujourd'hui, on voit de plus en plus de formations en BTS, en licence, en master. Donc ça donne des perspectives. Ça permet, je pense, aux jeunes qui s'engagent dès le CAP ou le bac pro de se dire bah oui, je peux m'arrêter au CAP, je peux m'arrêter au bac, mais aussi je peux continuer. Les études supérieures. Exactement. D'accord. Et quelles sont les filières prisées en Bretagne et celles qui peinent à recruter ? Alors les filières prisées, il y en a beaucoup, parce que comme c'est dit dans le reportage, il y a beaucoup de jeunes qui s'intéressent à l'apprentissage. Beaucoup d'entreprises aussi recherchent des apprentis. Alors tout dépend de quel point de vue on se place. Du point de vue des jeunes, on a clairement de l'appétence pour les filières du tertiaire, commerciales. Les filières comme la cuisine marchent très bien. Donc on voit que ce sont des filières qui attirent les jeunes. Tout ce qui est post-bac attire énormément les jeunes, pour les raisons aussi qui sont indiquées dans le reportage, la gratuité des études, la dimension concrète, ça attire les jeunes. Et il y a des spécificités bretonnes, des métiers que l'on retrouve en Bretagne et pas ailleurs en France ? Non ? Ça ne me vient pas à l'esprit, je pense pas. Ok. Et dans les filières qui peinent à recruter, on peut citer ? Dans les filières qui peinent à recruter, on peut avoir, nous, certaines difficultés sur les métiers, par exemple, du service en salle, qui sont pourtant des métiers fantastiques. On essaie aussi de valoriser cette dimension commerciale, la relation avec le client, le numérique. Mais on voit bien que ça peut, pour certains jeunes, être un peu difficile. On sait aussi que, par exemple, certains métiers du bâtiment, en apprentissage, peinent un peu plus à recruter. Des métiers comme celui de boucher, il y a encore des métiers qui jouissent d'une image peut-être à tort assez négative, alors qu'effectivement on voit de très belles carrières sur ces métiers-là. Alors vous, Méven VC, vous faites partie de ces 440 000 apprentis en France. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans l'apprentissage et aujourd'hui, où est-ce que vous êtes apprenti ? Alors donc moi je suis apprentie à l'atelier de Pauline sur OT9. D'accord. Moi ce qui m'a poussée tout d'abord c'est donc moi je viens d'un parcours de la santé et je souhaitais justement me reconvertir dans l'apprentissage. Et j'avais fait un stage quand j'étais en 3e. Okay. Et en fait, j'ai souhaité tout simplement repartir sur ce que j'avais fait quand j'étais en 3e. Alors, pour nous expliquer, avant, vous étiez infirmière, c'est ça ? Étudiante. Étudiante, c'est ça. Et aujourd'hui, vous êtes apprentie fleuriste. Oui, c'est ça. C'est ça. Et qu'est-ce qui vous plaît dans cet univers floral ? C'est justement pouvoir créer avec les fleurs, les différents matériaux. C'est aussi le contact avec les clients et le contact aussi avec ma patronne, vu qu'on est très liés toutes les deux. Oui, on va y revenir tout à l'heure. Alors comme vous, l'un de nos téléspectateurs, Amaël, a choisi de se former en apprentissage et il a une question pour nous. On l'écoute. Je suis en alternance. J'ai choisi cette voie parce que j'en avais marre d'être derrière les bureaux, à travailler sur de la théorie et des matières générales. Et parce que j'adore ce métier et que je veux faire ça plus tard. Et j'avais une question, je voulais savoir si avec un CAP il était plus facile d'avoir un métier qu'avec une
avec une formation générale. Vincent Bobo, je me tourne vers vous. Qu'est-ce qu'on peut lui répondre à Maël ? On peut lui répondre qu'a priori, il ne va pas avoir trop de mal à trouver un métier normalement. Effectivement, les chiffres, on vous en avait parlé un petit peu dans le reportage, les chiffres montrent que le taux d'insertion après une formation d'apprentissage, il est plus élevé qu'avec une formation générale. Et plus on monte dans les études, c'est-à-dire que plus on va vers des formations en apprentissage, vers des études supérieures, Bac plus 2, Bac plus 3, plus ce taux est élevé. Donc forcément, les jeunes, pendant leur apprentissage, ils vont développer aussi, au-delà des compétences, tout un savoir-être, et je pense que votre invité va en parler aussi tout à l'heure, qui va leur permettre d'être très à l'aise aussi pour démarrer une activité en entreprise. D'où ce taux d'insertion qui est assez élevé. Dominique Cordero, qu'est-ce qui fait que ça marche, l'apprentissage ? C'est le fait qu'on peut avoir un emploi à la clé, ou est-ce que finalement nos jeunes aujourd'hui trouvent de plus en plus leur vocation ? Bien, effectivement, grâce à l'apprentissage, ils trouvent leur vocation, mais c'est surtout qu'on lie la théorie à la pratique, on donne du sens en fait. Et aujourd'hui, on sait très bien que la jeunesse a besoin de trouver du sens dans son métier. Donc ça, c'est important. Et nous, de par nos programmes, en fait, on leur fait faire. Donc ils se découvrent des talents. Alors expliquez-nous comment ça marche, Entreprendre pour apprendre, avec votre concept de mini-entreprise. Alors en fait, c'est simple. Ils ont une idée, ils la mettent en œuvre, ils créent une mini-entreprise autour de leur idée, de leur projet. Et c'est eux qui travaillent, c'est eux qui font. C'est ça qui est très important. Ils sont accompagnés d'un mentor qui est souvent chef d'entreprise, de leur enseignant bien sûr. Et du collège à l'étudiant, en fait, on a des programmes qui s'adaptent et qui permettent aux jeunes de se révéler. Moi, ce qui m'intéresse dans cette mission bénévole, en fait, c'est justement de faire révéler les talents aux jeunes, quoi, de leur faire prendre conscience qu'ils ont des talents quoi qu'il arrive et qui pourront faire leur vie, quel que soit leur niveau. D'accord. Alors en tout cas, c'est une formule qui plaît aussi aux employeurs. Pauline Roger, je me tourne vers vous. Qu'est-ce qui vous plaît dans cette formule de l'apprentissage ? Qu'est-ce qui vous a poussé à vouloir prendre des apprentis ? Moi, ce qui m'a poussé à prendre des apprentis, c'est surtout de former, d'apprendre des nouvelles techniques, et puis aussi financièrement, c'est plus accessible que d'embaucher quelqu'un. Et moi, ça me permet d'avoir quelqu'un avec moi pour travailler, pour échanger, pour voilà, tout ça. Et puis, c'est partager notre vie, c'est partager notre métier, et c'est vraiment important. Et ça fait combien de temps que vous employez des apprentis dans votre entreprise ? Là, ça fait 4 ans, c'est un 4e apprenti. Ça fait 5 ans que j'ai ouvert, et la première année, elle a été très compliquée toute seule. Et depuis que j'ai des apprentis, ça a changé la vie. Et... Alors justement, Méven WC, racontez-nous un peu vos premiers pas en entreprise. Comment ça s'est passé pour vous, ce fameux août 2020 ? C'était un peu compliqué au début, donc j'ai démarché plusieurs entreprises. Et c'est vrai que je suis rentrée dans la boutique de Pauline. Et tout de suite, on a eu cette connexion. Et donc, on a pu discuter ensemble. Elle a pris du temps pour moi, pour me recevoir. Et ensuite, la journée même, elle me rappelait en me disant... Écoute, si tu es partante, c'est parti. Et donc, j'ai tout de suite accepté. Et après, donc, mes débuts, ça a été de pouvoir l'observer, parce que c'est important d'observer aussi le métier, savoir si c'est ce qui nous correspond, et toucher un petit peu aux techniques, à la fleur, et pouvoir vraiment appuyer son choix. Et après, c'était parti, puisque c'était vraiment ce que je voulais faire. Et justement, Pauline, à quoi vous veillez les premiers jours d'intégration de l'apprenti ? Qu'est-ce qui est important d'avoir en tête ? Ce qui est important, c'est de vous les voir s'intéresser, la rigueur aussi, parce que c'est vrai qu'en boutique, quand on reçoit les clients, il faut être bien apprêté, il faut être à l'heure, il faut être attentionné à tous les petits détails, et puis surtout toucher la fleur. Il faut faire attention, faut le manipuler avec précaution, et donc voilà tout ça. Et puis après, et les débuts aussi, c'est une histoire de feeling, faut que ça matche entre guillemets. Ah oui, tout à fait, c'est important, parce qu'on est quand même pas mal de temps ensemble, et on passe des bons moments ensemble, donc c'est important, voilà. Et quelle que soit la forme de l'apprentissage, les débuts sont primordiaux pour commencer. Comment on crée un environnement bienveillant et formateur, Vincent Bobo ? C'est une bonne question. C'est tout l'enjeu, effectivement, de l'apprentissage. D'ailleurs, on le voit, les ruptures d'apprentissage, c'est souvent les 2 premiers mois.
Après, on a moins de ruptures. C'est au mois d'août, septembre, des fois jusqu'à octobre, qu'on voit effectivement les premières ruptures. C'est-à-dire que c'est le lien dont parlait Pauline, il est extrêmement important. S'il ne se fait pas bien à ce moment-là, alors nous, au CFA, on essaye aussi de faire ce lien-là, c'est-à-dire avec des séminaires d'intégration, de prendre soin de nos apprentis quand ils arrivent et surtout de les préparer à ce qu'on appelle, nous, le choc de l'alternance. Alors, le choc de l'alternance, c'est d'arriver effectivement dans un environnement professionnel où on quitte un petit peu le côté un peu douillet de l'école avec toutes les vacances. Je ne sais pas si Méven veut en parler, mais c'est 5 semaines. Moi aussi, je peux en parler du choc de l'alternance. C'est 5 semaines de congé, donc ça veut dire qu'ils travaillent quand même beaucoup plus que leurs petits copains qui sont à l'université ou dans des écoles ou encore au lycée. Donc c'est ça le choc de l'alternance. C'est aussi se retrouver face à un patron qui a des exigences, qui ne va pas laisser passer certains comportements, etc. Puis on est moins passif aussi, on apprend à être actif. Et ça, je sais que moi, ça m'avait vraiment marqué quand je suis arrivée, surtout dans le milieu du journalisme, où il faut être force d'initiative et que parfois l'école ne nous apprend pas forcément tout cela. Oui, puis comme l'a expliqué Pauline, il y a des attentes dès le début. Et c'est ça qui est aussi chouette. C'est-à-dire que dès le début, le patron, il s'attend à ce qu'il se passe quelque chose, à ce qu'il y ait de l'action. Et puis les horaires peuvent être certains en cuisine ou en salle peuvent soit commencer très tôt ou terminer tard. Donc c'est ça le choc de l'alternance. Donc nous on les prépare à ce choc-là, mais néanmoins entre être préparé et le vivre, c'est. Et justement pour préparer ce choc, il y a aussi cette question du savoir-être. Et je sais que Julie Diller, qui a participé à votre dispositif, nous avait dit qu'elle avait appris aussi tout ce savoir-être-là qu'on n'arrive pas à acquérir forcément à l'école aussi. Tout simplement parce que les jeunes se retrouvent en situation, en fait. Donc c'est une forme d'apprentissage aussi que de prendre la parole en public, de savoir défendre son idée, argumenter. Les enseignants nous disent qu'après, ces élèves-là qui sont passés dans un projet Entreprendre pour apprendre changent de comportement en classe, en fait, et sont capables de défendre une idée face à toute la classe, même s'ils ne sont pas d'accord avec le reste de la classe. Donc ça, c'est formidable, parce qu'en fait, ils prennent de la confiance en eux, et c'est souvent ce qui nous manque quand on est jeune. On est passé par là aussi, nous. Et vous avez le sentiment d'avoir changé depuis que vous avez entrepris ce virage professionnel ? Oui, j'ai pris plus d'assurance en moi et je développe de plus en plus ma créativité. Je trouve qu'entre le début et maintenant, il y a eu une évolution constante dans tout ce que je peux entreprendre. Je suis beaucoup plus autonome aussi et du coup, ça permet aussi à Pauline de pouvoir être libérée pour faire d'autres choses à côté. Pauline Roger, comment on fait le pont entre la formation pratique que vous prodiguez et la théorie qu'elle apprend en cours ? Ça, c'est un peu... c'est la chose la plus compliquée. Après, vu que je suis passée par là, il n'y a pas longtemps, j'ai à peu près le programme en tête et j'essaye justement d'amener Méven à lui montrer un petit peu ce qu'elle va apprendre en cours. Et souvent, on reprend les choses. Après, il y a... c'est... Comme vous avez été apprenti vous-même avant Méven, c'est plus facile pour vous aussi d'avoir ça en tête. Tout à fait, oui. Mais après, c'est vrai qu'ils voient plus de choses en entreprise, donc c'est... Méven, elle avance plus vite, je trouve, que le programme, parce que les doués, elle a vraiment ça en elle, et voilà, je pense que vraiment plus que le niveau... C'est ça l'enjeu aussi, c'est de créer des ponts plus fluide aussi entre formation théorique et formation pratique. C'est exactement ça. C'est-à-dire que nous, notre rôle, c'est aussi de s'assurer qu'il y ait une bonne coordination entre ce qu'ils vont faire en entreprise et ce qu'ils vont faire au CFA. Et que les enseignants soient en contact aussi avec les patrons pour savoir comment ça se passe dans l'entreprise. Et puis, au retour au CFA, de pouvoir voir avec l'apprenti comment ça s'est passé. Et puis, on essaye aussi de travailler sur une question qui nous paraît essentielle avec les apprentis, c'est d'arriver à poser la question sur l'entreprise, qui est une question toute bête, mais qui est très importante, c'est d'aller voir son maître d'apprentissage en disant qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer, voilà. Qu'est-ce que je peux faire pour être performant dans l'entreprise. Donc, c'est autour de cette question-là, qui doit revenir fréquemment, qu'on mesure aussi les progrès qui sont faits dans l'entreprise. Alors, on a aussi voulu faire un pas de côté pour parler des troisièmes, puisqu'on sait que c'est compliqué de trouver un stage en ce moment. Alors, vous, chez Entreprendre pour apprendre, vous avez lancé un dispositif. Est-ce que vous pouvez nous expliquer rapidement ce que c'est ? Alors, en fait, on a aménagé un de nos programmes de mini-entreprise, en fait, qui se déroule sur 3 jours, où les jeunes, autour d'une idée, développent le projet d'une entreprise.
Donc, je tiens à le souligner, on dit mini-entreprise, mais ce sont de vraies entreprises. C'est-à-dire qu'ils découvrent la problématique d'un chef d'entreprise ou d'un responsable de communication, enfin, tous les métiers au sein de l'entreprise, en fait. Donc ça, c'est important de le souligner. Ça n'est pas qu'un jeu, c'est important pour eux. Et en 3 jours, en fait, voilà, on a fait l'expérimentation à Guichen il y a 2 semaines. En fait, ça a été un vrai succès. On a réussi, en respectant les gestes barrières, à organiser avec 2 classes. Quels types de projets qui ont germé après ces 3 jours? Alors là, on avait le soutien d'EDF en Bretagne donc pour ces journées-là. Donc, ils ont travaillé autour de l'énergie. Voilà. Donc, il y en a, par exemple, qui avaient imaginé une turbine à la sortie de la maison pour utiliser, en fait, toutes les eaux usées qui partaient se transforment, en fait, en énergie pour récupérer pour la maison. Voilà un exemple. Ok. Alors, tout le monde n'aura pas la chance de bénéficier de tels modules assez sympathiques. Est-ce que vous auriez un conseil en un mot à donner, soit à un troisième qui cherche un stage, soit à un apprenti qui est à la recherche d'une entreprise? Vincent Boubou. Je pense que le meilleur conseil, les CFA sont organisés en principe pour accompagner les jeunes dans leur recherche d'entreprise. Donc à partir du moment où il y a cette démarche de prendre contact lors de journées portes ouvertes ou lors de contacts simples, on va un peu les aiguiller, que ce soit à la faculté des métiers ou ailleurs, sur la façon dont ils peuvent chercher leur entreprise. Quelques secondes. J'avais dit un mot. On peut les aider. Voilà. Ok. Dominique Cordero, en un mot, quel conseil vous donneriez? De façon très synthétique, parlez à vos voisins, aux amis de vos parents. Voilà, ils ont tous des métiers et vous allez certainement découvrir quelqu'un qui va savoir vous accueillir. Et autrement, venez voir Entreprendre pour apprendre Bretagne. Et Mével, le dernier mot pour vous? Moi, je dirais montrer surtout qu'on a envie d'apprendre. Merci beaucoup à tous pour cet échange. J'espère qu'il donnera des envies à certains de sauter le pas. Et on marque une pause pour aller retrouver Evan. Evan qui fait des infidélités à la télé ce matin. Il est à la radio, Evan. Bon, vu qu'on est chez France Bleu, je me suis habillé en bleu. J'espère que tu apprécies l'effort, Justine. J'apprécie. Alors, tu fais partie de l'équipe des journalistes, parce qu'on a vu Bastien tout à l'heure à l'animation de l'émission, mais Bastien tout seul, il n'y arrive pas beaucoup, il y a toute une équipe autour. On est même 2 le matin avec lui pour le soutenir, voilà, Éric et moi, et puis c'est là qu'on travaille, là c'est la rédaction. Alors voilà, le bureau de Justine qui travaille en échange avec ses collègues. Juste ici, on a les équipes de France Bleu à Quimper dans la petite télé. Et on échange tous les matins par mail, par WhatsApp, on s'appelle évidemment si nécessaire, tous les jours. Il faut dire que l'équipe de France Bleu à Quimper, ils sont sur France 3 Bretagne également. Vous, bientôt. Alors, est-ce que tu peux... Bon, on vous laisse, hein, salut. Voilà, c'est fini. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quelle est la différence entre un journalisme avec de l'image et un journalisme sans image? Eh ben, il faut qu'on raconte ce que les gens ne voient pas à la radio. Donc, on utilise des mots particuliers. Et puis après, nos reportages, on les fait soit sur le terrain. Voilà, c'est ce que font mes collègues la journée. Quand c'est vraiment pas possible ou qu'on est pris par le temps, on fait ça par téléphone. Donc là, on utilise le KB, comme on dit chez nous. Voilà. Le donc, KB, ça sert à quoi? Voilà, en fait, ça sert à passer des appels et à les enregistrer en même temps. Donc, on s'installe là, on met notre casque, on fait le numéro de téléphone et puis on a la personne. Mais on privilégie le terrain, évidemment. Et puis, si vraiment, sinon, le papier à faire en direct, puisque c'est ça la radio, c'est le direct. C'est quoi le plus fun pour toi? C'est quand il y a le micro rouge, voilà, le direct, quand ça s'allume et qu'on est à l'antenne. La semaine dernière sur les intempéries, la neige, le verglas, par exemple. C'est un peu sportif, mais c'est plutôt sympa. Bon, en tout cas, tu as ton journal dans 12 minutes. Dans 12 minutes, c'est ça. Je n'ai pas fini de l'écrire du tout. Bon, on te laisse l'écrire. Merci beaucoup, Justine. Et puis maintenant, je vous propose de découvrir un endroit assez intriguant dans la radio. Jean-Michel, vous venez avec nous? Voilà, et Bastien aussi. C'était pas prévu. Venez, on va vous montrer un peu la Mecque de la musique bretonne. Jean-Michel, je vous laisse nous expliquer là où on va. Oui, alors on a une pièce dans la radio où on a une discothèque avec des disques bretons uniquement. Trop bien. Donc il y a la nouvelle scène, il y a l'ancienne scène, il y a les classiques, il y a les modernes. Et en fait, c'est assez étonnant parce qu'aujourd'hui, les CD sont dématérialisés, ils sont dans des ordinateurs. Là, sauf que c'est des vrais CD, hein. C'est des vrais CD comme dans le temps. Alors que tous les CD, par exemple, je sais pas moi, d'Amir ou de Patrick Bruel, maintenant c'est tout numérique. Non, ça c'est terminé. Et là, c'est, je sais pas, peut-être 30, 40 ans d'histoire de la musique bretonne. C'est une pièce historique quasiment. Et donc on les diffuse également, puisqu'on a des émissions avec notre animateur bretonnant, Glenn Jégou, qui nous fait vivre, découvrir cette culture bretonne, cette musique bretonne. Et c'est vraiment une belle ressource. Très, très intéressante. Et c'est ce qui fait la force aussi des radios locales, c'est qu'on peut avoir des créneaux dédiés à la langue bretonne.
Merci beaucoup Jean-Michel, on n'a plus le temps et on se retrouve nous dans quelques instants pour vous présenter d'autres métiers, les techniciens et les chargés d'accueil qui répondent au téléphone. À tout à l'heure. Et on reste dans l'univers de la radio. La France est l'un des pays les mieux dotés. En radio FM, on compte pas moins de 600 radios associatives. Autant de stations dans lesquelles vous qui nous regardez, vous pouvez devenir bénévole. C'est notre idée du jour, regardez. Bah, c'est toi que j'entends dans le poste ? Eh oui, je fais de la radio maintenant. Vous avez toujours rêvé de faire de la radio, mais ce n'est pas votre métier et cela vous semble inaccessible ? Alors pourquoi ne pas vous engager dans une radio associative ? Il en existe des centaines en France, qu'elles émettent en FM ou sur Internet. Et elles fonctionnent essentiellement avec des bénévoles. Vous pouvez être animateur, journaliste, technicien ou même vous occuper de communication, de logistique. Maxime fait de la radio associative depuis une quinzaine d'années. Il a appris à faire du montage, à réaliser, et son grand plaisir, c'est de faire des chroniques humoristiques. La radio associative, c'est vraiment une radio-école où on apprend à faire de la radio, où on apprend toutes les facettes de la radio. C'est également là-bas que j'ai rencontré la plupart de mes amis. C'est un endroit qui brasse beaucoup de gens. C'est aussi un espace de liberté, surtout de créativité pour moi. Et c'est toujours très grisant d'écrire quelque chose de drôle et de voir les personnes qui sont dans le studio rire au moment où on dit ce qu'on a écrit. Vous aussi, exprimez-vous, participez à une radio associative. Justement, en Bretagne, quelles sont les radios associatives? On va en savoir plus grâce à vous, Xavier Millinaire. Bonjour, vous êtes le coordinateur régional de Corlab qui coordonne les radios locales et associatives de Bretagne. Alors d'abord, combien y a-t-il de radios associatives en Bretagne? Alors en Bretagne, on a une région qui est plutôt bien dotée en radios associatives. Il y en a 34 en tout sur l'ensemble du territoire régional. Et à la Corlab, la fédération pour laquelle je travaille, nous sommes 18 donc à partager ensemble des savoir-faire, des pratiques, des projets. Alors ces radios, elles ont adhéré à votre fédération et elles ont chacune leur singularité aussi. Absolument. Ouais. Il y a des approches éditoriales bien différentes, bien singulières, qu'on soit une RCF, une radio plus musicale branchée sur la musique actuelle ou une radio bilingue, forcément on ne va pas avoir le même ADN éditorial, mais néanmoins on partage parfois quelques productions en commun, puisqu'il y a des socles, des valeurs communes qui nous permettent de communiquer sur des sujets comme l'économie sociale et solidaire, sur la culture, sur l'actualité du territoire. Donc il y a néanmoins quand même des lignes de crête entre toutes les radios. Alors la particularité de toutes ces radios, c'est qu'elles n'ont pas de publicité ou peu, parce que le cadre est fixé par la loi. C'est un modèle qui repose donc vraiment sur les bénévoles. Et c'est eux qui viennent à vous en général ? Alors oui, ce sont des bénévoles qui sont à l'origine de la constitution des radios. Au départ, il faut le rappeler, dans les débuts des années 80, ce sont comme ça que se sont créés bon nombre de radios. Et certains bénévoles font partie de l'histoire des radios qui sont nées à cette époque-là. On fête les 40 ans des radios associatives cette année. Ouais. Et donc forcément, c'est l'énergie bénévole qui est avant tout motrice dans ces radios. Et la publicité, en effet, on a un seuil de ressources fixé par la loi, par le CSA. Et c'est un des critères de choix appréciés aussi par nos auditeurs, c'est de pouvoir écouter la radio sans publicité pendant de longues heures. Et comment vous arrivez à mesurer l'attachement des personnes à leur radio locale ? Déjà, c'est quand on rencontre les gens dans le cadre d'événements, vous affichez des photos où on voit que nous, on se déplace sur des lieux avec nos studios mobiles et on voit que les gens connaissent la radio, identifient les animateurs, les animatrices, reconnaissent le logo. Quand vous allez dans un bar à Rennes, vous verrez qu'il y a des logos des radios rennaises un petit peu partout. L'attachement, il se mesure comme ça, l'affection à la radio se mesure comme ça, aussi sur les réseaux sociaux où on peut avoir une idée de combien de personnes nous suivent régulièrement. Et voilà, grosso modo, les protocoles médiamétrie ne sont pas très bien adaptés pour mesurer l'audience des radios associatives, donc on apprécie autrement. Et c'est pas ce qui compte forcément. L'une de vos missions aussi, c'est d'organiser des ateliers d'éducation populaire aux médias. Qu'est-ce que c'est et à qui c'est adressé ? Alors, depuis plusieurs années, il y a une forte demande sur l'éducation aux médias, puisque les tragiques événements nous montrent qu'il y a un fort besoin sur ce registre auprès des plus jeunes. Donc on intervient en école, en collège, en lycée, mais l'éducation aux médias, c'est toute la vie. Au fond, on a tous besoin de se mettre à jour sur le traitement critique de l'information. Donc on intervient aussi auprès des adultes, auprès des seniors, jusqu'en EHPAD. Par la pratique, on apprend à faire de la radio, à écrire une chronique, à intervenir en studio. Et l'enjeu est donc de partager un bon moment aussi convivial. La radio est un
un média de partage entre celui qui porte une parole, celui qui l'écoute. Donc c'est aussi des espaces de convivialité qu'on crée à travers cette On parle de bons moments à partager. J'imagine que comme tout le monde, le Covid change la donne. Alors comment ça se passe pour vous ? Mais on s'adapte, on a un média souple, on a pu continuer à nos activités. Hein. La radio est plus ou moins épargnée quand même par rapport à d'autres secteurs culturels. Néanmoins, bien sûr, pour les radios associatives, il y a un ensemble de contraintes. Il a fallu s'adapter à chaque fois, réadapter nos protocoles sanitaires. Et pour les bénévoles, la difficulté, évidemment, c'est d'habitude, les interventions sont plutôt le soir, après la journée. Donc avec un couvre-feu fixé à 18h. C'est toutes des activités qui ne peuvent pas être... Et des enregistrements en mode confiné, j'imagine. Voilà, on a adapté pour permettre à des bénévoles de produire depuis leur domicile, mais voilà, on a tous hâte de pouvoir se retrouver en studio et puis partager des moments. On est tous d'accord autour de cette table. Merci beaucoup Xavier Millénaire d'être venu nous présenter votre fédération. On parlait tout à l'heure de l'apprentissage comme le métier de journaliste ou de technicien. Voici un autre métier qui se prête bien à l'apprentissage, c'est celui de préparateur en pharmacie. Vous voyez ce portrait d'Arnaud. Moi, c'est Arnaud Gassman, j'ai 25 ans, je suis préparateur en pharmacie spécialisé en dermocosmétique. Comprimé à avaler, c'est ça? Oui, c'est ça. En boîte de 20. Ouais, c'est ça. Donc je vais faire une préparation à base de vaseline et d'acide salicylique pour une patiente qui a une verrue, en fait, qui a une prescription pour une verrue. Alors les préparations, effectivement, c'est plus le cœur du métier. Ça a tendance de plus en plus à être sous-traité dans des structures, que ce soit des pharmacies, qui font uniquement des préparations, quelques préparations très, très basiques qu'on fait encore en pharmacie. Mais c'est plus le cœur du métier. En fait, moi, j'ai fait un CQP dermocosmétique, donc un certificat de qualification professionnelle. Dans la dermocosmétique, pour moi, je pense que c'est l'avenir parce qu'il y a de plus en plus de problèmes de peau, beaucoup de problèmes d'eczéma, de psoriasis, de peau sèche. Et donc, tout ça, c'est des conseils que justement, avec le CQP, on peut trouver de bonnes solutions pour les patients. Je vais vous renseigner. Ça ira? Oui. En pharmacie et surtout en préparateur, en pharmacie, il y a plus de femmes que d'hommes. C'est un petit plus. On a gardé la 4e, c'était l'ordonnance d'exception. Ouais. On a gardé la 4 et nous, je lui ai rendu le reste. Okay. Selon moi, être préparateur en pharmacie, c'est déjà être un professionnel de santé dans un premier temps. C'est tout simplement un métier de relations humaines. Pour moi, oui, c'est ça le top du top, c'est d'être utile au patient, c'est de lui délivrer les médicaments dont il a besoin, de se sentir utile. Pour en savoir plus sur cette profession et ses débouchés, nous sommes avec Emmanuelle Guévello. Bonjour Emmanuelle, vous êtes conseillère Pôle emploi à Pontivy. Alors, quels sont les diplômes requis pour exercer ce métier de préparateur en pharmacie ? Alors, pour exercer ce métier, il faut obtenir un BP, un brevet professionnel de préparateur en pharmacie. Il existe aussi des formations complémentaires, comme on a pu le voir dans le reportage, sur la dermocosmétique. Et la formation est en alternance sur 2 ans. Ah, en parlant d'apprentissage, ça tombe bien. Et c'est aussi un métier qui demande de nombreuses qualités humaines. Hein. Tout à fait. Il faut vraiment avoir le sens de l'écoute. Il faut être très rigoureux, méthodique et aussi avoir beaucoup de discrétion. Est-ce que le secteur recrute en Bretagne, Emmanuelle ? Oui, tout à fait. C'est un métier qui recrute. J'ai relevé 40 offres disponibles ce matin sur pôle emploi.fr pour la Bretagne. Et quels sont les salaires et les perspectives de carrière ? Alors, en début de carrière, on peut prétendre à 1 800 € net de rémunération, mais ça peut évoluer jusqu'à 3 000 €. Il est tout à fait possible de devenir encadrant en pharmacie ou bien d'évoluer sur un poste sur des fonctions hospitalières. Et un dernier conseil pour celles et ceux qui souhaitent se lancer dans cette voie et qui nous regardent ce matin ? Oui, tout à fait. C'est de réaliser, pourquoi pas, une période d'immersion professionnelle. Il y a aussi des vidéos métiers très très bien faites sur le sujet. Merci beaucoup Emmanuelle pour toutes ces infos et à bientôt. Allez, merci. On file faire un dernier saut chez nos confrères de Radio France où nous attend Evan ce matin. Alors Anne Fonté, sache que quand tu appelles pour jouer à un jeu à France Bleu,
Ton appel arrive ici. D'ailleurs, avec Adeline, on a remarqué que tu appelais souvent, mais tu n'avais jamais la bonne réponse. Il va falloir travailler un petit peu ta culture générale. On va en parler maintenant un peu plus avec Adeline. Je vous souhaite une bonne journée. Quand ta l'heure a fini, c'est bien, on dérange bien. Salut Adeline. Salut. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste ton métier de chargé d'accueil? Parce que c'est plus qu'un simple accueil ici. Alors nous, on est un peu la voix entre l'intermédiaire entre l'auditeur et les animateurs, ainsi que les journalistes. On est vraiment la première voix qu'ils vont entendre, que ce soit pour les invités et pour les auditeurs. Oui, donc en fait, quand les animateurs, comme Bastien qu'on a vu tout à l'heure, prévoient un invité, c'est toi qui l'appelles à l'avance? Exactement. Et après, quand on fait un jeu, c'est les auditeurs appellent ici, ça tombe... Ici, on les sélectionne et puis on les reprend par la suite pour voir avec eux les conditions pour le cadeau. Comment est-ce que tu sélectionnes un auditeur? J'en prends plusieurs, je les écoute, je vois qui est motivé, qui l'est un peu moins, s'il y en a qui sont sur la route aussi, et ceux qui ont déjà joué aussi. Et alors, est-ce qu'on peut jouer tous les jours, par exemple? On peut jouer tous les jours, mais selon la base de données, on va voir qui a déjà joué ou qui n'a pas déjà joué, qui est nouvel auditeur ou pas, et c'est toujours mieux pour nous d'avoir un nouvel auditeur. Oui, vous essayez de faire tourner un petit peu. Exactement, tout le monde a sa chance. Et en fait, tout est informatisé, même la gestion des cadeaux. En fait, tu es un peu la mère Noël de la radio. Exactement, oui, on s'occupe du stock avec les cadeaux et on s'occupe aussi des envois du coup. Trop bien, j'essaierai de jouer alors tout à l'heure. Merci Adeline en tout cas. On te laisse continuer. Et nous, on continue aussi notre visite de France Bleu Armorique si vous venez de nous rejoindre. On est à Rennes, il est très tôt le matin, la matinale est en train d'avoir lieu juste à côté. Il faut savoir que France Bleu, c'est la 5e radio de France. Ça, c'est la classe. Et maintenant, on va aller faire un petit tour dans la régie pour finir notre émission avec Mégane qui est concentrée puisqu'on est en plein journal de 8h03. Salut Mégane. Bonjour Evan. T'es concentré là, on peut te parler? Ouais, on va essayer. Là, il y a un petit bob qui va partir, qui va être lancé par Eric, mais voilà, c'est le petit coup de rush à 8h. Un bob, c'est quoi? À l'époque, c'était les bobines. Donc aujourd'hui, on appelle ça bob, et puis tout est en numérique, mais voilà. Alors, présente-nous à quoi servent un petit peu tous ces équipements. Du coup, là, on est pendant le direct, c'est la principale activité que je fais. Donc, il y a la console où on peut gérer tous les micros, le rouge micro qu'on voit souvent. Et puis après, on peut gérer le logiciel, les inserts téléphoniques pour les jeux. Et puis, justement, quand Adeline reçoit quelqu'un au téléphone, elle te l'envoie ici. C'est ça, donc je le retrouve sur... on a à peu près le même téléphone. Et puis sur le logiciel qu'on a aussi sur l'écran tactile, je vais avoir toutes les informations, le nom, etc. Donc voilà. Et alors, on parle souvent de notre émission... Oui, n'oublions pas, priorité au direct. On parle souvent dans notre émission de la formation. Comment est-ce qu'on peut être technicien dans une radio, technicienne? Du coup, moi j'ai fait un BTS audiovisuel, option métier du son. Donc je savais déjà que je voulais travailler dans le son et puis voilà quoi. Voilà, le BTS audiovisuel qui donne de débouchés très concrets comme ici. Exactement. Merci beaucoup Mégane, on te laisse te concentrer pour ne pas être responsable. Merci. Que l'émission s'arrête, ce serait dommage. Et puis moi je vous dis rendez-vous très très bientôt pour découvrir de nouvelles aventures en Bretagne. D'ici là, écoutez la radio. Bon, et n'oubliez pas de regarder la télé aussi quand même. Allez, bonne journée. Merci beaucoup, Evan. Et petite question, Vincent Bobo, qu'on n'a pas abordé dans notre dossier apprentissage. Est-ce que l'apprentissage est possible après 30 ans? Alors l'apprentissage est possible après 30 ans, on va dire l'alternance est possible après 30 ans. Ouais. On appelle ça plutôt des contrats de professionnalisation parce qu'on ne peut plus faire d'apprentissage après 30 ans, sauf pour les personnes qui ont une reconnaissance travailleur handicapé, qui peuvent eux continuer. Par contre pour les autres, on va leur faire un contrat de professionnalisation. C'est un peu moins avantageux pour l'entreprise, mais c'est possible. Merci beaucoup, Monsieur Bobo. Merci à tous d'avoir participé à notre émission ce matin. Retrouvez dans quelques instants votre journal régional. Très belle journée sur France 3 Bretagne. Hey, hey.